J'étais allongée dans un lit d'hôpital, perfusion au bras, quand mon téléphone a sonné. Sur l'écran, le nom de mon fils, Julien. J'ai décroché. Maman, je ne vais pas tourner autour du pot, a-t-il lâché. Demain, je me marie. Ta voiture et la maison sont vendus. Voilà. C'est comme ça. Salut. Je suis restée silencieuse 2 secondes, à regarder le plafond blanc au-dessus de moi. D'accord, mon grand, et je répondis calmement. Si tu penses que c'est bien pour toi. Mais il y a juste une chose que tu as oubliée. Il a tout de suite changé de ton. Quoi encore? Que est-ce que tu veux dire, maman? Là, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Pas un rire de folie. Un rire, clair, presque joyeux. Parce que, la maison, qu'il croyait avoir vendue comme si tout lui appartenait, n'était, pas du tout, celle qu'il imaginait. Le téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. Numéro inconnu. À mon âge, on répond quand même. On ne sait jamais si ce n'est pas l'hôpital, la mairie ou la banque. Allô? Bonjour, Madame Moreau. Ici le salon, élégance coiffure. Nous voulions confirmer votre rendez-vous de demain à 10 heures. J'ai cligné des yeux. Mon rendez-vous? Et je répétais. Je ne me souviens pas en avoir pris un. C'est bien le numéro de Madame Madeleine Moreau? Oui, c'est moi. Alors vous êtes noté pour demain matin. Souhaitez-vous maintenir ou annuler? J'ai ouvert la bouche pour dire « Vous avez dû vous tromper de cliente ». Puis je me suis arrêtée. Je me suis entendue répondre « Non, c'est bon. Je viendrai. Demain, 10 heures. » En raccrochant, je me suis surprise moi-même. Un rendez-vous au salon, comme ça, tombé du ciel. Peut être un simple bug informatique. Ou peut être un petit coup de pouce du destin. Pour me forcer à sortir de ma torpeur avant mon anniversaire. Je suis montée à l'étage, dans ma chambre. J'ai ouvert l'armoire. À l'intérieur, tout était à son image. Vest stricts, jupe sombres, camisere sages. Les uniformes d'une professeure de maths qui a passé sa vie à être correcte. Je caressais les tissus du bout des doigts, en me demandant ce que je pourrais bien mettre après ce fameux rendez-vous. Quand mon regard est tombé sur une touche de bleu au fond de la penderie. Une robe d'un bleu doux, légèrement flottant, qui tranchait avec le reste de mes vêtements. Je l'ai sortie. C'était la robe que André m'avait offerte pour notre dernier anniversaire de mariage. Elle est de la même couleur que tes yeux, m'avait-il dit en souriant. Je l'ai portée contre moi et je me suis regardée dans le miroir. Les rides se sont multipliées, les cheveux ont blanchi. Mais mes yeux, eux, étaient les mêmes. André est parti, il y a 10 ans, d'un seul coup. Un matin, il n'a simplement pas ouvert les yeux. On parlait de passer l'été à se promener le long de la Loire. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée à faire seule le tour des pièces de cette maison. Depuis, le salon, la cuisine, le banc dans le jardin. Tout ici garde encore son empreinte. Parfois, quand le silence devient trop lourd, je me surprends à lui parler à haute voix. Ce jour-là, en repliant la robe sur son cintre, j'ai murmuré. Tu en penses quoi, André? Je vais au salon, et peut-être pour une fois, je penserai à moi, un peu. Je me suis assise sur le bord du lit, la robe bleue à la main, et j'ai regardé un instant le plafond. Tu crois qu'ils viendront, cette année? Et je demandais à voix basse, comme si André était assis sur la chaise en face. C'était mon fils Julien, sa femme Sophie, et leurs 2 enfants, Emma et Lucas. On ne s'est pas vus depuis Noël. Je me suis revue des années en arrière. À l'époque où Julien était encore mon petit garçon. Mon ombre. Je l'aidais à faire ses devoirs de maths à la table de la cuisine. Je l'emmenais au foot sous la pluie. Je lui lisais des histoires le soir, assise au bord de son lit. Jusqu'à ce qu'il s'endorme avec la joue collée au coussin. André disait en riant. Tu le gâtes, Madeleine. C'est parce qu'il te ressemble. Puis, un jour, Sophie est arrivée. Belle, dynamique, sûre d'elle. Ils s'étaient rencontrés dans une compagnie d'assurance, à la ville. La noce avait été grandiose,
avec des dizaines d'invités que je ne connaissais même pas. Dès le départ, j'ai senti que, pour elle, nous n'étions que les parents de Julien. Un peu, en trop, dans le décor. Après la mort d'André, les choses se sont encore détendues. Julien était là pour les papiers, l'enterrement. Et puis, petit à petit, il a disparu derrière son travail, sa nouvelle maison, les activités des enfants. Les coups de fil se sont espacés. Les visites aussi. L'année dernière, pour mon anniversaire, je n'ai même pas entendu sa voix. Pas un appel. Juste un SMS de Sophie. Bon anniversaire, Madame Moreau. Julien est en réunion, les enfants sont débordés. On vous appellera plus tard. Ils ne l'ont jamais fait. Je me suis couchée ce soir-là en me disant: ce n'est pas grave, c'est comme ça maintenant. Ils ont leur vie. Mais au fond, ça faisait mal. Cette année, pourtant, une petite partie de moi continuait d'espérer qu'il s'en souviendrait quand même. On a sonné à la porte, me tirant une fois de plus de mes pensées. J'ai ouvert. Sur le palier se tenait Françoise, ma voisine du palier d'en face, un grand sac à courses dans une main et une marmite dans l'autre. Je me suis dit qu'avec ce temps, tu n'aurais pas envie de cuisiner, a-t-elle lancé en entrant sans façon. Tiens, une soupe de poulet, recette de ma grand-mère. Tu ne vas pas dire non. Françoise a 72 ans, et c'est tout mon contraire. Toujours en mouvement, toujours une blague prête, entourée de ses 3 enfants et de ses 6 petits-enfants qui défilent chez elle du matin au soir. Chez elle, ça sonne, ça rit, ça court. Chez moi, ça goutte sur les vitres. Nous nous sommes installés dans la cuisine. Je lui ai servi du thé, elle a posé sa marmite sur le plan de travail. Alors, madame qui va bientôt avoir 68 ans, comment tu comptes fêter ça? m'a-t-elle demandé avec un petit sourire en coin. J'ai haussé les épaules. Oh, je ne sais pas encore. Peut-être que Julien et les enfants viendront. On verra bien. Françoise m'a regardé un peu trop longtemps. Tu espères encore qu'ils vont se réveiller le jour J, hein? a-t-elle dit doucement. Excuse-moi, Madeleine, mais tu leur pardonnes tout, depuis des années. Je me suis contentée de baisser les yeux vers ma tasse. Elle a posé sa main sur la mienne. Tu as Julien, oui. Tu as tes petits-enfants, sur le papier. Mais surtout, Madeleine, tu as toi. Et ça vaut déjà quelque chose. N'oublie pas que tu existes aussi pour toi-même, pas seulement pour eux. Après le départ de Françoise, ces mots me tournaient encore dans la tête. Je suis restée un moment à regarder le téléphone posé sur la table. Puis j'ai pris une grande inspiration et j'ai composé le numéro de Julien. Les sonneries ont semblé durer une éternité. Au moment où j'allais raccrocher, il a répondu. Oui, maman? Il y a un problème? Sa voix était sèche, un peu pressée. Non, rien de grave, et je dis. Je voulais juste te rappeler que vendredi, c'est mon anniversaire. Je me demandais si vous pourriez passer. Toi, Sophie, les enfants. Même juste une petite heure. Au bout du fil, silence. Puis j'ai entendu comme un froissement, des voix étouffées. Il mettait la main sur le combiné pour parler à quelqu'un. Maman, franchement, a-t-il repris. Vendredi, c'est le chaos. Sophie a un événement avec son agence. Emma a sa répétition pour le spectacle du lycée. Lucas a son entraînement de natation. On est surchargé. J'ai senti mon cœur se serrer, mais j'ai répondu vite. Je comprends très bien. Si ce n'est pas possible, ne vous en faites pas. Encore une pause. On aurait dit qu'il faisait un calcul mental, comme s'il essayait de caser un rendez-vous de plus dans son agenda. Bon, écoute, a-t-il fini par dire. On peut quand même passer un moment. On sera là vers 14 heures. Mais pas longtemps, 2 heures maximum. On te souhaite bon anniversaire, on te donne ton cadeau. Et après on file, on a beaucoup de choses à faire. Bien sûr, et je dis aussitôt. Comme vous pouvez. Je serai déjà très contente de vous voir. Quand j'ai raccroché, je suis restée debout au milieu de la cuisine, le téléphone encore dans la main.
2 heures. Entre un planning et un autre. Pour lui, ce n'était qu'un créneau dans une journée chargée. Mais pour moi, c'était déjà énorme. Suffisant pour rallumer, au fond, une petite lueur d'espoir. Le lendemain matin, je suis allée au salon, élégance coiffure, comme promis. La jeune coiffeuse m'a installée devant le grand miroir, a passé ses doigts dans mes cheveux. On va juste rafraîchir un peu la coupe, d'accord? A-t-elle proposé. Rien de trop court. Et je peux adoucir un peu vos cheveux blancs, sans les cacher complètement. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas envie de faire semblant d'avoir 20 ans de moins. Je voulais juste avoir l'air réveillé. Elle a coupé quelques centimètres, effilé les mèches autour du visage, ajouté un léger reflet, à peine plus chaud que mon gris naturel. Quand elle a enlevé la cape et que je me suis vue dans le miroir, elle a souri. Vous avez pris 10 ans de lumière, madame. Ça vous va très bien. Je n'y ai pas tout à fait cru, mais ça m'a fait plaisir quand même. Je suis sortie du salon avec le col bien relevé, la tête un peu plus haute. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée devant une petite boutique de vêtements, où je ne rentre presque jamais. Dans la vitrine, il y avait une blouse bleu clair, simple, mais avec une jolie coupe. Ce bleu-là, c'est tes yeux, aurait dit André. Je suis entrée, je l'ai essayé. Le tissu était doux, la couleur éclairait un peu mon teint fatigué. Elle vous va très bien, a commenté la vendeuse. C'est exactement votre couleur. Je l'ai acheté. Pas pour Julien, pas pour Sophie, pas pour faire bonne impression. Pour moi. Les jours qui ont suivi, j'ai transformé la maison comme on le fait avant une visite importante. J'ai lavé les sols, nettoyé la cuisinière, repassé les rideaux. J'ai ressorti du buffet les nappes en tissu, les serviettes que je n'utilise jamais quand je suis seule. J'ai vérifié que les assiettes n'avaient pas d'éclat, que les verres brillaient. En cuisine, j'ai commencé à cuisiner comme avant. Un gratin d'aubergine, à la tomate et au fromage, que Julien adorait quand il était petit. Un gâteau au chocolat et aux noix, pour Lucas, qui a toujours eu un faible pour le sucré. Une salade plus légère, sans viande, au cas où Emma suivrait encore un régime sans ci, sans ça. En remplissant le four, en battant les œufs en neige, je me suis surprise à chantonner une vieille chanson. Je savais bien que, pour eux, ce ne serait peut-être qu'un arrêt rapide entre deux obligations. Mais pour moi, ce jour-là serait mon jour. Je préparais la maison et le repas. Pour les accueillir, oui. Mais surtout pour me rappeler, à moi, que j'étais encore capable de faire quelque chose de beau. Même si j'étais la seule. À trouver ça important. Le jour de mon anniversaire, je me suis réveillée avant le réveil. J'ai mis ma blouse bleu ciel, mon pantalon sombre, un peu de poudre, un trait léger de crayon autour des yeux. Je ne cherchais pas à paraître plus jeune. Je voulais seulement avoir l'air présente. Vers 14h moins 5, j'ai entendu une voiture se garer devant la maison, puis des portières claquer. À 14h pile, la sonnette a retenti. J'ai pris une grande inspiration, je me suis regardée une dernière fois dans le miroir de l'entrée et j'ai ouvert. Bon anniversaire, maman, a dit Julien en m'embrassant rapidement, du bout des lèvres, comme on salue une collègue. Son parfum sentait le bureau, les réunions, pas la maison. Bonjour, Madame Moreau, a ajouté Sophie en inclinant la tête. Pas de bise, pas de geste en avant. Impeccable, maquillée, tailleur parfait, perles aux oreilles. On aurait dit qu'elle arrivait à un rendez-vous client. Derrière eux, Emma, 16 ans, les yeux rivés à son téléphone, n'a même pas levé la tête pour me regarder. Lucas, 12 ans, grand pour son âge, les mains dans les poches, a jeté un coup d'œil rapide vers moi, puis ailleurs. Entrez, entrez, et je dis. Je suis très contente de vous voir. Ils sont passés devant moi, comme un courant d'air. J'ai refermé la porte en silence. Dans le salon, Emma s'est affalée sur le canapé, téléphone en main, pouce qui glissait sans s'arrêter. Lucas s'est assis sur le bord d'une chaise, l'air vaguement contrarié d'être là. Sophie a fait un tour du regard, lentement. Tu n'as toujours pas refait la déco, a-t-elle remarqué. Les mêmes rideaux, les mêmes meubles. On pourrait te trouver un architecte d'intérieur, tu sais.
Quelqu'un qui te modernise tout ça. Ça te ferait du bien. J'aime bien comme c'est, et je répondu. Ici, il y a beaucoup de souvenirs. Elle a haussé les épaules. Justement, a-t-elle murmuré. Trop de souvenirs, parfois, ça bloque. Nous nous sommes installés à table. Julien et Sophie côte à côte, Emma et Lucas en face, moi au bout. J'essayais de lancer des sujets. Alors, le travail, Sophie? Toujours autant de ventes? Oh, vous savez, a-t-elle répondu, le regard déjà ailleurs. C'est chargé. Beaucoup de choses à gérer. Et toi, Emma? Le lycée, le théâtre? Julien m'a dit que tu jouais cette année. Emma a levé les yeux 2 secondes, puis les a reposés sur son écran. Oui. C'est bien, a-t-elle lâché. Et s'est replongée dans son téléphone. Lucas, et la natation? Ton grand-père aurait été fier de toi, il adorait l'eau. Ça va, a-t-il répondu en haussant les épaules. J'ai des compètes. Les phrases tombaient comme des cailloux. Courts. Freuds. Moi, je remplissais les assiettes, je souriais, je hochais la tête. Mentalement, était déjà ailleurs. Après le dessert, Julien a tapé dans ses mains. Bon, avant qu'on file, on a un cadeau pour toi. Sophie a sorti de son sac une boîte joliment emballée, papier brillant, ruban bien fait. Elle me l'a tendue par-dessus la table. Joyeux anniversaire, Madame Moreau, a-t-elle dit avec un sourire un peu trop appuyé. On a choisi ça, tous ensemble. J'ai senti un petit frisson d'espoir. Un cadeau, c'est toujours un peu plus qu'un objet. C'est un signe qu'on a pensé à vous. J'ai défait le ruban avec soin, soulevé le couvercle. La boîte était vide. Rien. Pas un mot, pas un foulard, pas même un bout de papier. Je suis resté un instant à regarder le fond nu de la boîte, sans comprendre. J'ai levé les yeux vers eux. Ils riaient. Tous les 4. Julian, Sophie, Emma, Lucas. Un rire, bruyant, presque soulagé, comme si la blague était excellente. Une boîte vide pour une femme vide, a lancé Julien entre 2 éclats de rire. Parfaitement assortie, a ajouté Sophie, les yeux brillants. Une vraie coquille vide, a répété Lucas en écho. Emma, téléphone en main, filmait la scène, morte de rire. Je tenais toujours la boîte dans mes mains. Tout mon corps s'était figé. À l'intérieur, quelque chose s'est mis à craquer. Très lentement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Je n'ai même pas pleuré. Je me suis juste entendu penser, très clairement. Voilà ce que je suis pour eux. Une boîte qu'on a vidée. Et dont on se moque. J'ai reposé lentement le couvercle sur la boîte, puis je l'ai déposé sur la table. C'était quoi, exactement? Et je demandai d'une voix étonnamment posée. Une blague? De l'humour noir? Julien a cessé de rire le premier. Son sourire est devenu un peu plus incertain. Oh, maman, ne le prends pas comme ça, a-t-il dit. C'est juste une plaisanterie. On voulait te faire rire, détendre l'ambiance. Oui, a enchaîné Sophie. Vous êtes de cette génération qui prend tout au tragique. Chez nous, on appelle ça de l'humour. Faut pas dramatiser. Emma a soufflé. Franchement, mamie, tu vas pas faire une scène pour une boîte vide. Je les ai regardés l'un après l'autre. Donc, et je dis calmement, vous êtes venus pour mon anniversaire. Vous m'avez apporté une boîte vide. Vous avez ri en me traitant de femme vide. Et c'est ça, votre façon de me faire rire? Personne ne répondait. Leur sourire s'était figé. J'ai senti alors, très nettement, comme un clic à l'intérieur de moi. Comme une porte qu'on ferme, enfin, après l'avoir laissée entr'ouverte trop longtemps. Je me suis levée. Je pense que vous devriez partir, et je dis. Sophie, tu as une réunion, non? Ne soyez pas en retard. Ils sont restés un instant figés, surpris. Ils s'attendaient à des larmes, à une crise, à des reproches peut-être. Pas à ce ton froid, parfaitement maîtrisé. Maman, tu exagères, a commencé Julien. On est venu,
On t'a souhaité bon anniversaire, on t'a fait un cadeau. Oui, ai-je répondu. Vous êtes venu, vous m'avez offert une humiliation emballée dans du papier brillant. Et maintenant, vous allez rentrer chez vous. Je me suis dirigée vers l'entrée. Ils m'ont suivi, un peu hébété. À la porte, j'ai ajouté. Merci d'être passé. Mais à l'avenir, ce ne sera plus nécessaire. Ne vous forcez plus à venir, ni à appeler, ni à envoyer de cadeaux. Je ne suis plus intéressée par ce genre de... Les larmes sont venues toutes seules. Pas de sanglots bruyants. Juste des larmes silencieuses qui coulaient sur mes joues pendant que je regardais cette boîte vide. Je ne pleurais pas parce qu'ils avaient fait une blague de mauvais goût. Je pleurais parce que c'était mon fils et mes petits-enfants. Et qu'ils avaient réussi, sans effort, à transformer mon anniversaire en un moment d'humiliation, simplement pour rire entre eux. Quand il n'y a plus eu de larmes, je me suis relevée avec peine. Les genoux me faisaient mal, le dos tirait. Je suis allée dans la cuisine. J'ai rangé la nourriture à peine touchée, jeté dans la poubelle ce qui ne se garderait pas, lavé les assiettes, essuyé la table. Mes gestes étaient automatiques. Mon corps savait quoi faire pendant que mon cœur essayait encore de comprendre. Ensuite, je suis montée dans ma chambre. Je me suis assise au bord du lit. Dans le miroir, j'ai vu une femme en blouse bleue, avec un peu de mascara coulé, et des yeux rougis. Pendant une seconde, j'ai entendu leurs mots dans ma tête. Coquille vide. Femme vide. Puis je l'ai dit tout haut. Je ne suis pas vide. Je suis Madeleine Moreau. J'ai élevé un enfant, travaillé 40 ans, aimé un mari, tenu une maison debout, porté des souvenirs, des douleurs, des joies. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas une boîte vide. Et ce soir-là, dans ce reflet un peu défait, j'ai su une chose. Ce n'était pas à eux de décider ce que je valais. Le soir même, après avoir jeté la boîte chiffonnée à la poubelle, je suis montée dans ma chambre. Dans le tiroir de ma table de nuit, il y avait un vieux carnet d'adresses, jauni au coin. J'ai cherché un nom que je n'avais pas prononcé depuis des années. Maître Bernard, l'avocat qui s'était occupé de la succession d'André. Il était presque 19 heures. J'ai hésité une seconde, puis j'ai composé le numéro. Cabinet de Maître Bernard, bonsoir. Bonsoir, et je dis. Ici, Madeleine Moreau, la veuve d'André Moreau. J'aimerais prendre un rendez-vous. C'est au sujet de mon testament. Et c'est urgent. Un silence court, puis sa propre voix, reconnaissable, a pris le relais. Madeleine? Bien sûr que je me souviens de vous. Si c'est si important, je peux vous recevoir demain matin à 10 heures. Ça vous conviendrait? Parfait, et je répondis. Merci. Le lendemain, je suis allée à son cabinet. Même bureau qu'il y a 10 ans, bois sombre, pile de dossiers, fauteuil un peu usé mais confortable. Asseyez-vous, Madeleine, a-t-il dit en me serrant la main. J'avoue que je suis surpris de vous voir, mais ravi. Que est-ce qui vous amène? Je n'ai pas tourné autour du pot. Je veux refaire mon testament, et je dis. Tant que j'ai encore toute ma tête et que je peux décider moi-même. J'ai pris la feuille que j'avais griffonnée la veille au soir. J'ai ma maison ici, un petit terrain et une maisonnette, à la campagne, et mes économies. Je veux tout laisser à ma voisine, Françoise. Elle n'est pas de ma famille sur le papier, mais c'est la seule qui ait été vraiment présente toutes ces années. Je me suis arrêtée une seconde, puis j'ai ajouté. Quant à mon fils, Julien, je veux qu'il ne reçoive rien de mon fait. Maître Bernard m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous êtes fâché avec lui? A-t-il demandé prudemment. Non, et je répondis. Je ne suis pas fâché. J'ai simplement compris que tout ce que j'ai construit avec André ne signifie plus rien pour lui, sinon comme bien à revendre. Je ne veux pas que ce qu'il reste de nous tombe entre les mains de quelqu'un qui me traite comme une coquille vide. Il a soupiré doucement. Très bien, dit-il.
Je peux rédiger un testament qui reflète votre volonté. Mais je dois vous informer d'une chose importante. En France, la loi protège les enfants avec ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Même si vous ne lui léguez rien dans le testament, votre fils aura droit à une part minimale qu'on ne peut pas lui enlever. J'ai haussé les épaules. Alors soit qu'il prenne ce que la loi lui impose, et pas un centime de plus. Je veux pouvoir partir en sachant que j'ai fait ce que je considère comme juste. Pas ce qui l'arrange lui. Il m'a observé un instant, puis a hoché la tête. D'accord. Dans ce cas, nous allons écrire noir sur blanc que vous léguez tous vos biens disponibles à Françoise. Et que votre fils ne recevra que sa réserve légale, automatiquement, sans que ce soit un cadeau de votre part. Nous avons passé près d'une heure à tout détailler. Quand il m'a tendu le document final pour signature, il a dit « Lisez une dernière fois, et si tout vous convient, signez ici et là. » J'ai parcouru chaque ligne. Maison, Françoise. Maison de campagne, Françoise. Épargne, Françoise. Julien, uniquement la réserve prévue par le Code civil. J'ai pris le stylo. J'ai signé. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ma main ne tremblait pas. Quand ce fut terminé, maître Bernard a refermé la chemise avec soin. Vous savez, Madeleine, a-t-il dit en se levant. Dans ce bureau, je vois beaucoup d'enfants venir se battre pour récupérer ce qu'ils estiment leur être dû. Je vois assez rarement des parents venir ici pour poser des limites à ces mêmes enfants. Il a souri, un peu tristement. Il faut du courage pour faire ce que vous venez de faire. Beaucoup préfèrent laisser les choses en l'état, par peur du conflit, et meurent avec des regrets. Vous avez décidé de vous libérer de votre vivant. Je respecte ça. En sortant de chez lui, je sentais que quelque chose de lourd avait glissé de mes épaules. Mon testament n'était plus un simple papier abstrait. C'était la preuve que, pour une fois, j'avais choisi qui méritait ce que j'avais à laisser, et qui ne le méritait plus. En rentrant du cabinet de maître Bernard, je ne suis pas montée directement chez moi. J'ai frappé à la porte en face. Françoise était dans sa cuisine, en train de laver une casserole, les manches retroussées. « Tiens, Madeleine. Tu as une drôle de tête. Viens, assieds-toi, je te fais du café, a-t-elle dit. Nous nous sommes installés à sa table. J'ai pris une profonde inspiration. Françoise, et je commençais. Je reviens de chez mon notaire. J'ai refait mon testament. Elle a levé un sourcil. Ah bon? Et alors? J'ai décidé de tout te laisser. La maison, le petit pavillon de campagne, l'argent sur mes comptes. Sa tasse a failli lui échapper des mains. Quoi? Mais tu es folle, Madeleine. Je ne viens pas chez toi avec des soupes pour récupérer ta maison. Je n'ai besoin de rien, moi. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas un paiement pour tes soupes, et je dis doucement. Ce n'est pas une récompense. C'est juste que, ces 10 dernières années, quand j'ai eu besoin de quelqu'un, ce n'était pas, mon fils, qui montait l'escalier. C'était, toi. Elle a ouvert la bouche pour protester, je l'ai arrêtée d'un geste de la main. Tu as été là quand André est parti. Tu as été là quand je suis rentrée de l'hôpital. Tu as été là pour les bons jours, les mauvais, les petits riens. Tu es plus proche de moi que beaucoup de gens qui portent mon nom de famille. Je veux que ce que j'ai construit avec André reste à quelqu'un qui ne m'a jamais utilisé. Françoise m'a regardé longuement, puis a posé sa main sur la mienne. Je ne sais pas quoi te dire, a-t-elle murmuré. Je ne te laisserai pas tomber, tu sais, avec ou sans testament. Mais, merci de me faire assez confiance pour ça. L'après-midi même, nous sommes allés ensemble au marché. On a acheté des tomates, des courgettes, un peu de poisson, des fleurs pour ma table. On discutait des prix, on riait des vendeurs qui exagéraient sur la fraîcheur de leurs produits. On s'est arrêté pour un café en terrasse, sous un auvent, à regarder les gens passer. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme une vieille femme qui se traîne derrière les autres. Je me sentais simplement accompagnée. Le soir,
Chez moi, quand tout a été rangé, j'ai sorti une boîte en carton du bas d'une étagère. À l'intérieur, il y avait de vieilles cahiers de cours, de mathématiques. Des fiches que je préparais pour mes élèves. Des notes griffonnées dans la marge. Moins penser à expliquer autrement moins. Moins bonne idée d'exercice, moins. Sous les cahiers, j'ai trouvé un petit paquet de lettres. Attaché avec une ficelle. Les billets d'André. Ce n'était pas un grand poète. Ses mots étaient simples. Parti sur le chantier, je rentrerai tard. N'oublie pas de manger sans moi. Tu es la seule à savoir résoudre mes équations et à faire une soupe aussi bonne. Je suis passé devant la vitrine, la robe bleue t'appelait. Tu la verras ce soir. Je les ai lues une à une, en souriant. Ma vie n'avait pas été spectaculaire. Je n'avais pas fait le tour du monde, je n'avais pas créé d'entreprise. Mais j'avais aimé, travaillé, élevé un enfant. Ri avec un mari qui me voyait vraiment. Aider des centaines d'élèves à apprivoiser les chiffres. C'était une vie pleine. Pas une vie de boîte vide. Ce soir-là, en refermant la boîte, je me suis dit que, peut-être, le plus important n'était pas de savoir, qui me rejetait, aujourd'hui, mais de ne plus jamais oublier, qui j'avais été vraiment. Et ce que j'avais déjà accompli. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné de nouveau. Julian. J'ai longtemps regardé l'écran avant de décrocher. Puis j'ai appuyé sur « Répondre ». Allô. Maman, a-t-il commencé. Sa voix un peu moins assurée que d'habitude. Écoute, il faut qu'on parle. Je me suis tue. Je le laissais parler. Pour l'autre jour, a-t-il repris. On a peut être un peu dérapé avec cette histoire de boîte. C'était une blague ratée, voilà tout. On ne voulait pas te blesser. Silence. Tu sais comment on est en ce moment, a-t-il enchaîné vite. Au boulot, c'est la folie, Sophie est sous pression. Les enfants ont mille choses. On est tous sur les nerfs. On a voulu détendre l'atmosphère, c'est tout. Tu pourrais éviter de tout dramatiser, non? Je sentais sa vieille habitude revenir. Celle de s'attendre à ce que je comprenne, comme toujours. Que je dise ce n'est pas grave. Que je balaie tout sous le tapis. Donc, pour toi, et je dis calmement. 4 personnes qui rient pendant que je découvre une boîte vide. Et qui me traitent de femme vide. C'est juste une blague ratée. Il a soupiré. Maman, tu exagères. On est venu, on t'a souhaité bon anniversaire. On t'a offert quelque chose, bon, d'accord, de mauvais goût. Mais ce n'est pas la fin du monde. Tu ne vas pas tout casser pour ça. J'ai fermé les yeux un instant. Tu sais, Julien, et je répondis doucement. Il y a une différence entre être vexé et ouvrir les yeux. Il s'est tu. Je ne suis pas une petite fille qui pleure parce qu'elle a eu un mauvais cadeau, et je continuai. Je suis une femme de 68 ans qui a passé sa vie à vous aider. Et qui a vu, ce jour-là, comment son propre fils et ses petits-enfants la regardaient vraiment. J'ai laissé les mots flotter. Ce qui s'est passé ne va pas s'oublier, Julien. Pas parce que je suis rancunière. Parce que ça fait vraiment mal. Et quand ça fait mal comme ça, on ne peut plus faire semblant que cela n'a jamais eu lieu. Au bout du fil, j'ai entendu son souffle se faire plus court. Que est-ce que tu veux, alors? A-t-il fini par demander, un peu agacé. Qu'on s'excuse? Très bien. Je suis désolée. Sophie aussi, je suis sûre qu'elle le dira. Les enfants n'avaient pas de mauvaises intentions. On peut dire que c'est derrière nous et repartir à zéro. Non? Non, et je dis. Il y a eu un silence surpris. Je ne veux pas de belles excuses qu'on récite parce qu'il faut. Je ne veux pas de visite parce que c'est ta mère, tu comprends. Je ne veux plus de ces coups de fil où on me parle 3 minutes entre 2 rendez-vous. Je respirai calmant. Je ne t'interdis pas de vivre ta vie, Julien. Je dis juste que, désormais, je ne vais plus me forcer à garder ma place dans la tienne. Vous n'avez plus besoin de venir. Ni pour les fêtes, ni pour les anniversaires.
Je ne vous attendrai plus. Maman, tu es en train de faire une grosse bêtise. A-t-il lancé, la colère montant. C'est possible, et je répondus. Mais pour une fois, ce sera la mienne. Pas celle que j'accepte des autres. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas raccroché brutalement. Prends soin de toi, Julien, et je simplement ajouté. Vraiment. Mais ne compte plus sur moi pour oublier ce que je sais maintenant. Puis j'ai mis fin à l'appel. Mes mains tremblaient un peu. Mon cœur battait fort. C'était lourd. Mais dans ce poids, il y avait aussi quelque chose de nouveau. Je venais, pour la première fois, de ne pas minimiser ma douleur, pour protéger le confort de quelqu'un d'autre. Le lendemain, en fin de matinée, on a frappé doucement à ma porte. C'était Françoise, encore une fois, la tête passée par l'entrebâillement. « Tu as 2 minutes » a-t-elle demandé avec son air de conspiratrice. « Je viens avec des nouvelles de la frontière ennemie. » Je l'ai fait entrer, intriguée. « Je reviens de chez le notaire » a-t-elle commencé en s'asseyant. « Tu sais, j'avais des papiers à signer pour mes petits-enfants. Et devine qui j'ai vu dans la salle d'attente en sortant ?» Je n'ai rien dit. Je savais déjà. « Julien » a-t-elle soufflé. « Ton fils. » En train de discuter avec la secrétaire. Ça parlait de testament et de droit des héritiers. Elle m'a jeté un regard en coin. Je crois qu'il commence à sentir que le vent a tourné. J'ai haussé légèrement les épaules. Qu'il se renseigne, et je dis. La loi lui donnera ce qu'elle veut bien. Moi, j'ai déjà donné, largement assez. Françoise a laissé échapper un petit rire. J'aurais bien aimé voir la tête de Sophie, quand elle a compris qu'il n'y aurait pas de maison cadeau à mettre en vente. Elle qui doit déjà avoir tout imaginé. La vente, l'appartement plus grand, la cuisine dernier cri. Je me suis surprise à sourire. Oui, et je murmurai. Je l'imagine très bien, en train de faire des plans sur ma maison, et d'apprendre qu'elle ne pourra pas y toucher. Françoise a levé sa tasse de café comme pour trinquer. À ta santé, Madeleine. Et à leur sueur froide, devant le notaire. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai éclaté de rire. Pas un petit rire poli. Un vrai rire, qui monte du ventre, qui fait briller les yeux. Je riais de la situation, de moi-même, de tout ce que j'avais accepté avant. Et en riant, je me suis rendu compte d'une chose simple. Je ne riais pas contre eux. Je riais parce que, pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais vraiment libre. Les jours suivants, mon tension a commencé à jouer au yo-yo. Trop haut le matin, trop bas le soir. À mon âge, on ne plaisante pas avec ça. Un après-midi, je suis donc descendue à la pharmacie du coin. J'ai acheté un tensiomètre, quelques comprimés que m'avait conseillé mon médecin, puis je suis ressortie sans me presser. Pour rentrer, j'ai traversé le petit parc, au centre de la ville. Les arbres étaient encore nus, mais dans l'air on sentait déjà quelque chose de plus doux, une promesse de printemps. Sur un banc, un homme était assis avec un livre ouvert sur les genoux. Je passais presque sans le regarder, quand j'ai entendu « Madame Moreau. »« Madeleine ?» J'ai levé les yeux. C'était Jean-Louis Martin, l'ancien professeur de littérature du lycée. Il était parti à la retraite avant moi, après la mort de sa femme. Nous nous étions seulement croisés quelquefois en salle des profs, mais je l'avais toujours trouvé discret et courtois. « Jean Lewis ?» Et je dis, étonné. « Je ne vous avais pas reconnu. » Il s'est levé, m'a souri. Je me disais bien que c'était vous. « Vous allez bien ?» Comme une retraitée qui sort de la pharmacie, et je plaisantais. « Et vous, vous n'êtes pas à la bibliothèque ?»« J'y vais trop » a-t-il ri doucement. Là, j'avais envie d'air frais. Après l'hiver, on a l'impression que quelque chose se réveille en nous, vous ne trouvez pas ? Comme si on avait encore envie de vivre un peu. Je me suis assise à côté de lui. Nous avons parlé de l'école, des anciens élèves, de la ville qui change peu, des livres qu'il relisait, de ceux que je n'avais jamais eu le temps d'ouvrir pendant que je travaillais. Il m'a dit qu'il habitait seul depuis des années, que le silence chez lui était devenu un peu trop lourd. Je lui ai avoué que chez moi aussi, parfois, les murs semblaient trop proches.
Le temps a filé sans que je m'en rende compte. En me levant pour repartir, il a hésité un instant, puis a dit : « Si un jour vous en avez envie, vous pourriez passer prendre un thé, chez moi. Je commence à en avoir assez de boire mon café tout seul. Et mes gâteaux ne sont pas aussi bons que ceux de Françoise, mais je me débrouille. » J'ai souri. Pourquoi pas, ai-je répondu. Ça me ferait du bien, je crois. En rentrant chez moi, en traversant le parc, je me suis rendu compte que, sans rien forcer, la vie venait de mettre sur mon chemin quelqu'un qui comprenait ce que c'est, le silence des soirs de retraite. Nous avons commencé à nous voir, régulièrement, pas comme des amoureux cachés dans un roman, mais comme deux vieux collègues qui se découvrent une deuxième fois. Parfois, je l'invitais chez moi pour le thé. Je faisais un petit gâteau, il apportait une baguette croustillante ou un pot de confiture. Nous parlions de tout et de rien. D'autres fois, c'est moi qui allais chez lui. Son appartement sentait le papier et le café. Des étagères pleines de livres, des carnets ouverts, un vieux fauteuil près de la fenêtre. Il lisait parfois, à voix haute. Des poèmes, des passages de romans. Je l'écoutais en tricotant ou en tenant simplement ma tasse entre les mains. D'autres soirs, c'était moi qui sortais un vieux manuel ou une revue pédagogique. Et je lui racontais une anecdote de classe, une bourde d'élèves, une petite victoire. Il n'y avait ni drame, ni exigence. Je n'avais pas à prouver que j'étais une bonne mère, une bonne grand-mère, une femme comme il faut. Avec lui, j'étais juste Madeleine. Et ça suffisait. Un après-midi, alors que nous rangions des livres tombés d'une étagère, il a dit presque en passant : « Vous savez, Madeleine, j'ai encore un petit appartement dans le sud, à côté de Nice. Je l'ai gardé après la mort de ma femme. Il est vieux, modeste, mais on voit un bout de mer depuis le balcon. Je me suis souvent dit que j'y finirais bien mes jours. Mais tout seul, je ne voyais pas trop l'intérêt. Il a remis un livre à sa place, a baissé la voix. Parfois, je me surprends à imaginer. Y aller, à deux. Pas pour faire les fous, on n'a plus 20 ans. Mais pour se lever avec le soleil, aller au marché, boire un café en regardant les vagues. Pas chacun dans son coin, à parler avec les murs. Il s'est interrompu, comme s'il avait eu peur d'en dire trop. Enfin, ce ne sont que des idées, a-t-il ajouté, un peu gêné. Je parle trop, excusez-moi. Je suis restée silencieuse un moment, le cœur un peu serré. Dans ma tête, les images sont venues toutes seules. Un balcon donnant sur la mer. Une table avec 2 tasses. Pas de téléphone qui sonne pour réclamer de l'argent. Pas de porte qu'on ouvre à des gens qui rient de vous. C'est une belle idée, et je dis simplement : laissez un peu le froid ici, allez voir le soleil ailleurs. Je n'ai pas donné de réponse ce jour-là. Je ne lui ai pas dit oui, je ne lui ai pas dit non. Mais en rentrant chez moi le soir, en fermant ma porte, j'ai senti naître, quelque part très profondément en moi, une chose que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Une petite espérance tranquille. Que, peut-être, l'histoire n'était pas encore finie pour moi. Un soir, alors que je sortais un plat du four, on a frappé discrètement à la porte. Je n'attendais personne. J'ai essuyé mes mains sur un torchon, suis allé ouvrir. Sur le seuil, il y avait Emma. Seule. Pas de voiture de ses parents, pas de Sophie derrière elle, pas de Julien. Elle avait les cheveux attachés en queue de cheval, sans maquillage, un sweat trop grand sur le dos. Elle avait l'air fatiguée, et surtout très sérieuse. « Mamie » a-t-elle murmuré. « Je peux entrer ?» J'ai simplement hoché la tête et me suis écartée. Elle s'est assise au bord d'une chaise dans la cuisine. Comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'être là. Je suis venue, toute seule, a-t-elle précisé. Papa et maman ne savent pas que je suis là. Je lui ai servi une tasse de thé, un morceau de gâteau. Elle les a pris, mais n'y a pas touché. Pendant quelques secondes, elle a regardé la table, puis elle a dit, d'une voix basse : « J'ai honte, mamie, de ce qu'on a fait, ce jour-là. » Je n'ai rien répondu. Je l'ai laissé parler. Je ne voulais pas que ce soit comme ça, a-t-elle continué. Au début, je croyais que c'était une blague idiote,
de papa et maman. Ils riaient, alors j'ai ri aussi. J'ai filmé parce qu'ils trouvaient ça drôle, et après, quand tu nous as mis dehors, quand je me suis retrouvée seule dans la voiture, j'ai compris à quel point c'était moche. Elle a dégluti. Après, maman a dit, oublie, ta grand-mère est trop susceptible. Mais moi, je n'ai pas su oublier. Elle a sorti quelque chose de son sac, un paquet enveloppé dans du papier. Je voulais te rendre ça, a-t-elle dit en le posant devant moi. J'ai déplié le papier. C'était un vieil album photo, celui que j'avais donné à Julien des années plus tôt. Je l'ai ouvert. Sur la première page. André et moi, jeunes, au bord d'une rivière. Plus loin, Julien en culotte courte, puis un peu plus grand, cartable au dos. Et puis, Emma bébé, dans mes bras, avec un bonnet rose. Nous à Noël, à la campagne, sur la plage. Les images m'ont sauté au cœur. Je l'ai feuilleté hier soir, a dit Emma. Longtemps. Et j'ai compris que tu es la seule personne chez qui je me suis toujours sentie bien. Tu ne me demandais pas d'être parfaite, ni première de classe. Tu m'aimais juste, comme ça. Elle a pris une inspiration. Je ne sais pas si tu pourras me pardonner, mamie. Mais je voulais que tu saches que je ne suis pas comme eux. Ou et en tout cas, je ne veux pas être comme eux. Je refermai l'album, les doigts posés sur la couverture. Je ne garde pas de haine contre toi, Emma, et je dis doucement. Tu étais prise dans leur jeu. Tu es jeune. Mais à un moment, tu as réfléchi, toute seule. C'est ça qui compte. Elle a relevé les yeux. Est-ce que je peux quand même revenir te voir? Pas comme la petite fille qui vient chercher un billet dans une enveloppe à Noël. Juste comme une personne qui vient voir une autre personne. Je l'ai regardé un moment. J'ai vu dans ses yeux une sincérité que je ne lui connaissais pas encore. Bien sûr que tu peux revenir, et je répondis. Tu n'as jamais eu besoin de mériter ma porte avec des cadeaux ou des excuses. Viens, quand tu en auras envie. Elle s'est levée, a fait le tour de la table et m'a serré dans ses bras. Vraiment. Pas comme on le fait par politesse devant les autres. Je l'ai sentie trembler un peu. Quand elle est repartie, l'album sous ma main sur la table. Je me suis dit que, peut-être, ce que j'avais perdu avec mon fils n'était pas complètement perdu avec sa fille. Parfois, les petits enfants savent revenir là où les enfants se sont égarés. Après cette visite, Emma a commencé à venir souvent. Au début, elle restait 1 heure, puis 2. On s'asseyait dans ma cuisine, une tasse de thé entre nous, et elle parlait. Elle me racontait le lycée, ses profs, ses amis, ses disputes avec sa mère. Puis très vite, elle a commencé à parler de ce qu'elle voulait faire après. Je pense à Montpellier ou Lyon, m'a-t-elle dit un jour. Du théâtre, ou peut-être des études de lettres. Papa trouve ça pas sérieux, bien sûr. Mais moi, je veux au moins essayer. Un soir, alors qu'on parlait de ses projets, elle m'a soudain demandé. Et toi, mamie, quand tu étais jeune, tu rêvais de faire quoi? Avant d'être la prof de maths de tout le monde? La question m'a un peu prise de court. Je n'avais presque jamais parlé de mes rêves à quelqu'un. Je voulais enseigner, et je répondis après un instant. Vraiment. Ça peut paraître banal, mais c'était mon rêve. Aider des enfants à comprendre ce qui leur semblait impossible. Elle m'a regardée, sérieuse. Tu sais que tu n'es pas du tout ennuyeuse, en fait? Je croyais que tu étais juste une mamie comme les autres. Mais avec toi, on se sent bien. Ces mots-là ont fait plus pour moi que tous les cadeaux manqués. Un après-midi, Emma est arrivée avec une enveloppe à la main. Tiens, a-t-elle dit, un peu gênée. Je voulais te donner ça. J'ai ouvert. À l'intérieur, 2 billets de théâtre pour le spectacle du lycée. Je joue Juliette, a-t-elle expliqué. Papa et maman viendront peut-être, mais c'est surtout, toi, que je veux voir dans la salle. Tu viendras? J'ai senti mes yeux me piquer. Bien sûr que je viendrai, et je dis. Avec plaisir. Et je promets de ne pas m'endormir au milieu. Le soir du spectacle,
J'ai mis une de mes robes sombres, une petite broche qu'André m'avait offerte. Dans la salle, je me suis assise discrètement sur un côté, parmi les autres parents, grands-parents, amis. Quand Emma est entrée en scène, en robe claire, les cheveux relevés, le regard habité, mon cœur a fait un bond. Elle disait le texte avec une sincérité qui m'a bouleversée. Dans ses gestes, dans sa voix, je ne voyais plus seulement ma petite fille. Je voyais une jeune femme qui cherchait sa place. Et qui, ce soir-là, l'a trouvée sur scène. À la fin, quand tout le monde a applaudi. Mes mains brûlaient à force de frapper. Elle était vraiment la meilleure, à mes yeux. Et pour une fois, ce n'était ni par politesse, ni par amour aveugle. C'était tout simplement vrai. Quelques mois plus tard, la décision que je pensais impossible est devenue évidente. Un matin, assise dans la cuisine en regardant la pluie, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Jean-Louis. Tu te souviens de ce que tu m'as dit, à propos de ton appartement près de Nice? Que ce serait moins absurde d'y vivre à deux qu'y vieillir tout seul. Il a répondu après un court silence. Oui, je m'en souviens. Pourquoi? Parce que, et je dis, je crois que je suis prête à essayer. Il est venu m'aider à faire les cartons. Je n'ai pas emporté toute ma maison, seulement quelques affaires. Quelques vêtements, mes livres préférés, une poignée de photos dans des cadres. L'album que m'avait rendu Emma. 2 ou 3 petits objets qui avaient une histoire. Le reste, je l'ai laissé derrière moi, sans trop de cérémonie. Ce n'était que des choses. Quand nous sommes arrivés dans son petit appartement du Sud, j'ai été frappée par la lumière. Ce n'était pas un palace, 2 pièces, un balcon étroit, un carrelage un peu vieilli. Mais depuis le salon, on voyait au loin un ruban bleu, la mer. Je me suis installée dans la petite chambre, j'y ai posé mes cadres, mis un vase avec des fleurs, rangé l'album sur la table de nuit. En quelques gestes, cet endroit qui n'était qu'un logement est devenu un peu chez nous. Les jours ont commencé à se ressembler, mais d'une manière douce. Le matin, marché du quartier, tomates, poissons, herbes fraîches. En rentrant, je préparais un plat simple, il mettait la table, on déjeunait sans se presser. L'après-midi, parfois on lisait chacun dans notre fauteuil, parfois il me lisait un passage, parfois je lui racontais une anecdote de classe. Certains jours, on descendait jusqu'à la promenade, on s'asseyait sur un banc face à la mer, sans forcément parler. Il n'y avait pas de grande histoire d'amour comme dans les films. Pas de promesses enflammées, pas de « et si on s'était connus plus jeunes ». Il y avait quelque chose de plus simple et de plus précieux pour moi à cet âge-là. La sensation de ne plus être seule, à la table du petit déjeuner, de ne plus être la seule à entendre le tic-tac de l'horloge le soir, de pouvoir dire « Tu as vu ce ciel ?» et que quelqu'un réponde « Oui, je le vois aussi ». Ce n'était pas un conte de fées. C'était un compagnonnage paisible. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir retrouvé un vrai chez moi. Au bout de quelques mois, je suis retournée dans ma petite ville du Nord. Pas pour y vivre de nouveau, non. Juste pour régler les derniers papiers, fermer un compte, vider un placard, récupérer 2 ou 3 souvenirs que j'avais laissés derrière moi trop vite. En sortant du taxi devant mon ancien immeuble, je l'ai vu. Julian. Il était appuyé contre le mur de l'entrée, les mains dans les poches de son manteau. Il avait l'air pluvieux, les épaules voûtées, des cernes profondes sous les yeux. Rien à voir avec le fils sûr de lui qui riait de sa propre mère autour d'une table. « Maman » a-t-il dit en se redressant. « Je ne savais pas si tu viendrais vraiment. » Je me suis avancée, les clés à la main. « Je suis juste là quelques jours, » ai-je répondu. « Pour finir ce qu'il reste à faire. Après, je repars. » Il a hoché la tête, a regardé ses chaussures. Sophie a demandé le divorce, a-t-il lâché d'un ton plat. Les enfants sont avec elle, loin. On ne se voit presque plus. J'ai tout foiré, je crois. Le travail, le mariage, la famille. Toi. Il a levé les yeux vers moi. Je ne viens pas te demander de l'argent, ni de changer le testament, a-t-il ajouté vite. Je sais que c'est fini pour ça.
Je voulais juste. saber que tu es vivante. Et que, quelque part, tu vas bien. J'ai senti un pincement au cœur. Devant moi, ce n'était plus seulement l'homme qui m'avait blessé. C'était aussi le petit garçon qui, autrefois, venait se glisser dans mon lit après un cauchemar. Mais la douleur que j'avais encaissée ne disparaissait pas pour autant. Je suis vivante, et je dis doucement. Et, étonnamment, je vais bien. Mieux que je ne l'aurais cru. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Julien, tu as fait des choix. Tu as ri quand il ne fallait pas. Tu as fermé les yeux sur des choses que tu ne voulais pas voir. Aujourd'hui, tu paies le prix de ces choix. Je ne me réjouis pas de ta solitude. Mais je ne peux pas revenir en arrière comme si rien n'avait eu lieu. Il a passé une main sur son visage. Je comprends, a-t-il murmuré. Je ne te demande pas de revenir. Je voulais juste t'entendre une fois. Et te dire que, malgré tout, je suis content que tu aies trouvé quelqu'un, quelque part, pour ne pas finir seul. J'ai posé ma main sur son épaule, brièvement. Prends soin de toi, Julien, et je dis. Vraiment. Mais moi, maintenant, je marche sur un autre chemin. Et je ne ferai plus demi-tour. Je suis monté, j'ai ouvert une dernière fois la porte de mon ancien appartement. Derrière moi, j'ai entendu ses pas s'éloigner lentement dans la rue. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas souri non plus. J'ai simplement ressenti cette étrange certitude. Parfois, on ne perd pas les gens parce qu'ils nous quittent, mais parce qu'on a enfin cessé de rester là où l'on n'existe plus. De retour dans le sud, j'ai ouvert les volets de la petite chambre. Le soir tombait. Depuis le balcon, on voyait les vagues venir mourir doucement sur la plage. L'air sentait le sel et un peu le jasmin. Je me suis appuyé sur la rambarde, une tasse de thé chaud entre les mains. Jean-Louis m'a rejoint avec sa propre tasse. Alors, a-t-il dit en regardant l'horizon. Contente d'être revenue? J'ai respiré profondément. Oui, et je répondu. Je crois que c'est ici, maintenant, ma maison. Nous sommes restés un moment en silence, à écouter le bruit régulier de la mer. Je repensais à tout ce chemin. La boîte vide, les rires, la douleur, l'avocat, Françoise, Emma, Jean-Louis. Et ce balcon face à la mer. Je me suis surprise à sourire. Je n'étais pas une coquille vide. Je n'étais pas trop vieille pour qu'on s'occupe d'elle. J'étais une femme qui avait aimé, travaillé, élevé, créé des souvenirs. Et qui, à 68 ans passés, s'offrait une nouvelle page. Pas parfaite, pas spectaculaire, mais, à elle. Et toi, qui m'écoutes jusqu'ici, peut-être qu'on t'a fait croire, toi aussi, que tu n'étais rien sans les autres. Que sans ton argent, tes services, ta gentillesse sans limite, tu ne valais plus grand-chose. Peut-être que tu as frappé longtemps à des portes, qui ne s'ouvrent que pour prendre. Jamais pour donner. Laisse-moi te dire quelque chose, d'ici, face à la mer. Si on ne te respecte pas, n'insiste pas pour entrer. Ne supplie pas pour une place sur un siège, où l'on ne t'attend plus. Tu as le droit de dire « assez ». Tu as le droit de ne plus être l'éternel, portefeuille, le taxi, la babysitter, la solution magique. Tu as le droit de garder du temps, de l'argent, de l'énergie. Pour ta propre vie. Ce n'est pas être égoïste. C'est arrêter de se vider pour des gens qui ne se demandent jamais comment tu te remplis. Et je te promets une chose. Tant que tu peux encore te lever, marcher, décider, il n'est pas trop tard pour changer ça. Si mon histoire t'a touché, si tu t'es reconnu dans une phrase, un moment, un sentiment, dis-moi en commentaire. Quel âge tu as? Et d'où tu m'écoutes? De France, de Belgique, du Canada, d'Afrique, d'ailleurs? Ça me fait vraiment quelque chose de savoir. Qui est de l'autre côté de l'écran? Et si tu veux entendre d'autres histoires vraies comme celle-ci? Des histoires de femmes et d'hommes qui ont un jour décidé de ne plus être utiles, mais d'être eux-mêmes. Mets un like sous cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne. Et active la cloche pour ne pas rater les prochaines. Je suis
Madeleine Moreau. On a essayé de faire de moi une boîte vide. J'ai découvert que j'étais une valise pleine. Et maintenant,